Dès que j'ai franchi la porte de cette salle de bal, je l'ai entendu le dire. Sloane Whitmore, la fiancée parfaite de mon frère, se penchait vers ses demoiselles d'honneur avec un verre de champagne dans sa main manucurée. Son murmure était assez fort pour porter à travers la pièce, et je sais qu'elle l'avait voulu ainsi. Oh, super! La fille de la campagne qui pue est là. Ses amis ont gloussé comme une meute de hyènes en robe de créateur. Sloane n'a même pas daigné me regarder en le disant. J'étais insignifiante à ses yeux. Juste une gêne sortie d'une petite ville pour ruiner l'esthétique de sa soirée d'engagement parfaite. Ce que Sloane ignorait, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que j'avais signé l'acte de propriété de cet hôtel 3 ans plus tôt. L'hôtel Monarque. Chaque lustre au-dessus de sa tête, chaque couvert en argent qu'elle utilisait, chaque centimètre carré de marbre italien sous ses talons hors de prix m'appartenait. Et d'ici la fin de la soirée, ce murmure allait lui coûter tout ce qu'elle avait toujours désiré. Je m'appelle Bethany Burns, j'ai 31 ans, et j'ai grandi à Millbrook, en Pennsylvanie, une ville si petite que le seul embouteillage que nous ayons jamais connu s'est produit quand les vaches du vieux M. Henderson se sont échappées et ont bloqué Main Street pendant 3 heures. J'ai quitté la maison à 18 ans, et je n'ai jamais vraiment regardé en arrière. Pas parce que je détestais d'où je venais, mais parce que ma famille m'avait clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour moi là-bas. Voyez-vous, j'ai un frère aîné, Garrett, l'enfant en or, le fils qui ne pouvait rien faire de mal. En grandissant, tout ce que je faisais était mesuré par rapport à lui, et j'étais toujours en dessous. Si j'obtenais un A, Garrett avait eu un A+. Si j'entrais dans l'équipe de softball, Garrett en avait été le capitaine. Ma mère, Patricia, avait une façon spéciale de me regarder qui me faisait me sentir comme un brouillon inachevé, tandis que Garrett était le chef-d'œuvre fini. Alors, je suis partie, j'ai fait une valise, pris un bus pour la ville et recommencé de zéro avec seulement 200 $ et un refus obstiné d'échouer. Tout le monde à la maison pensait que je galérais. Ils m'imaginaient dans un minuscule appartement à manger des nouilles instantanées, ce qui était vrai les 2 premières années, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais pris un boulot de femme de ménage dans un hôtel-boutique, et ce travail a changé ma vie. J'ai tout appris. J'ai observé, j'ai étudié, j'ai gravi les échelons de femme de ménage à réceptionniste, puis à assistante manager, et enfin à manager. J'ai économisé chaque centime, investi prudemment, fait des choix intelligents et pris des risques quand ils semblaient justes. À 28 ans, je possédais ma première propriété. À 30 ans, j'en avais 3. Maintenant, à 31 ans, je dirige Birch Hospitality, une entreprise qui possède 6 hôtels-boutiques sur la côte Est. Le Monarque est mon fleuron, ma fierté. Mais voilà ce que l'on apprend quand on construit quelque chose à partir de rien. On apprend à se taire. On apprend que les gens vous sous-estiment, et parfois, c'est l'arme la plus puissante que l'on ait. Alors, je n'ai jamais rien dit à ma famille. Ils ne demandaient pas de toute façon. Pour eux, j'étais toujours la petite sœur qui galérait, incapable de rivaliser avec Garrett et son poste de cadre moyen dans une compagnie d'assurance. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait l'étaler sur du pain grillé. Ce soir, j'ai reçu une invitation à la soirée d'engagement de Garrett. À la dernière minute, bien sûr, probablement l'idée de ma mère, une invitation de culpabilité pour qu'elle puisse dire à ses amis que toute la famille était là. J'ai failli ne pas venir, mais quelque chose m'a attirée ici. Peut-être la curiosité, peut-être un petit espoir obstiné que les choses avaient changé. Elles n'avaient pas changé. Je me tenais à l'entrée de mon propre hôtel, vêtue d'un jean et de mes bottes préférées, mes cheveux sentant encore vaguement la campagne parce que j'avais traversé Millbrook en route. Juste pour me rappeler d'où je venais, ma tenue coûtait probablement plus cher que tout ce que portait Sloane. Mais on ne le devinait pas en regardant. C'est ça, l'argent réel. Il n'a pas besoin de crier. Et honnêtement, on peut sortir la fille de la ferme, mais pas la ferme de la fille. Quoique, on peut certainement déposer l'argent de la fille de la ferme directement à la banque. J'ai repéré ma mère de l'autre côté de la pièce, tenant salon avec ses amis, probablement en train de se vanter de la merveilleuse fiancée de Garrett et de leur avenir radieux. Garrett se tenait à côté de Sloane, l'air d'un homme qui avait gagné à la loterie. Il n'avait aucune idée qu'il tenait un ticket perdant. Sloane m'a enfin jeté un regard, son sourire aussi tranchant qu'une coupure de papier. Elle ne me voyait comme rien d'autre qu'une gêne, une tache sur sa soirée parfaite. C'était parfait.
Qu'elle pense que j'étais personne? Que tout le monde le pense. J'avais appris il y a longtemps que la meilleure vengeance n'est pas bruyante. Elle est patiente, elle est silencieuse, c'est regarder les gens creuser leur propre tombe, pendant qu'ils sont trop occupés à vous regarder de haut pour remarquer la pelle dans leurs mains. Alors, j'ai souri à Sloan. Je suis allée au bar et j'ai commandé un verre. Mon personnel savait qu'il ne fallait pas me reconnaître. Wesley Crane, mon directeur général, a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et m'a fait un hochement de tête subtil. Tout se déroulait sans accroc. Tout était parfait pour l'instant. Parce que dans environ 3 heures, Sloan Whitmore allait apprendre une leçon très importante. Ne jamais sous-estimer la fille de la campagne, surtout quand elle possède le sol sur lequel vous marchez. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner et me dire dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chaque commentaire et cela signifie tout pour moi. Merci infiniment pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. La soirée d'engagement était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de quelqu'un comme Sloan. Extravagante, excessive, conçue pour impressionner des gens déjà impressionnés par eux-mêmes, il y avait des sculptures de glace en forme de cygne, une fontaine de champagne qui semblait excessive, même pour une fontaine de champagne, et assez de fleurs pour rendre un jardin botanique jaloux. Mon personnel d'hôtel avait fait un travail formidable, ce qui me rendait fière, même si je voulais lever les yeux au ciel devant chaque choix de décoration de Sloan. J'ai pris mon verre et trouvé un coin tranquille pour observer. C'est alors que ma mère m'a trouvée. Patricia Burns s'est approchée comme une femme qui avait senti quelque chose de désagréable et essayait d'en localiser la source. Elle m'a regardée de haut en bas, ses yeux s'arrêtant sur mes bottes avec une désapprobation visible. Elle a dit que c'était gentil que j'ai pu venir, son ton suggérant que c'était tout sauf gentil. Puis elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas pu porter quelque chose de plus approprié, mentionnant que la famille de Sloan était très raffinée. Elle a insisté sur le mot « raffiné », comme si c'était un mot de vocabulaire que je devais étudier. Je lui ai dit que j'arrivais directement du travail et que je n'avais pas eu le temps de me changer. Ce qui était vrai, je n'ai simplement pas mentionné que le travail signifiait diriger une entreprise hôtelière, valant des millions. Ma mère a soupiré comme elle soupirait toujours avec moi, comme si j'étais une déception constante qu'elle avait appris à tolérer. Elle m'a dit d'au moins essayer de faire bonne impression sur les Whitmore. Puis, elle a disparu dans la foule pour continuer ses obligations sociales. Et voilà, 20 secondes de conversation, et je me sentais déjà comme une gamine de 12 ans. Échouant à atteindre un standard invisible dont on ne m'avait jamais parlé, j'ai repéré Sloan de l'autre côté de la pièce, en train d'esquisser son chemin à travers un groupe d'invités. Cette femme avait embrassé plus de joues ce soir qu'un politicien à une foire de comté. Chaque geste était calculé, chaque sourire mesuré pour un effet maximal. Ses parents, Franklin et Delilah Whitmore, se tenaient non loin comme des ponts fiers. Regardant leurs précieuses poules travailler la salle, Franklin était un homme imposant au visage rougeau, avec la confiance qui vient soit d'un succès véritable, soit d'un excellent jeu d'acteur. Delilah était mince, polie, dégoulinante de bijoux qui accrochèrent la lumière à chaque mouvement. Ils avaient l'air riches. Ils se comportaient comme des riches, mais quelque chose clochait chez eux, comme un beau tableau accroché légèrement de travers. Je n'arrivais pas encore à mettre le doigt dessus, mais j'y parviendrai. Garrett m'a enfin remarqué et s'est dirigé vers moi, mon grand frère, de 3 ans mon aîné, me regardant toujours comme la petite sœur agaçante qui le suivait partout quand nous étions enfants. Il a dit qu'il était content que je sois venue, bien que son ton dise qu'il n'avait pas remarqué si j'étais là ou non. Il m'a demandé si j'avais déjà rencontré Sloan et a dit qu'elle était incroyable. Je lui ai répondu que je l'avais vue. J'ai gardé mes opinions pour moi. Garrett a hoché la tête, regardant déjà au-delà de moi pour voir qui d'autre il devait saluer. Certaines choses ne changent jamais. Puis il a dit quelque chose qui m'a noué l'estomac. Il a mentionné que maman avait donné le collier de grand-mère à Sloan comme cadeau d'engagement. Il a dit « N'était-ce pas généreux de sa part ?» et que Sloan l'adorait absolument. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Le collier de grand-mère, le pendentif antique que notre grand-mère m'avait promis spécifiquement avant de mourir. Elle m'avait tenu la main et dit qu'il était pour moi parce que j'étais sa rêveuse, sa battante, celle qui ferait quelque chose d'elle-même. Ma mère le savait. Elle était dans la pièce quand grand-mère l'avait dit, et elle l'avait donné à Sloan quand même.
J'ai regardé de l'autre côté de la pièce et je l'ai vu. Il était là, pendu au cou de Sloane comme s'il y appartenait. Le collier de ma grand-mère, mon héritage, mon souvenir, scintillant sous les lumières des lustres pendant que Sloane riait à quelque chose que quelqu'un avait dit. Le DJ a monté la musique si fort que j'ai senti mes plombages vibrer. Si je voulais me faire secouer les dents, j'aurais simplement pu aller chez le dentiste. Au moins, là-bas, j'aurais eu une brosse à dents gratuite. Je me suis excusée auprès de Garrett et me suis dirigée vers les toilettes, ayant besoin d'un moment pour respirer. C'est alors que j'ai croisé Franklin Whitmore dans le couloir, son téléphone pressé contre l'oreille, son visage tendu par le stress. Il ne m'a pas vue. Il était trop concentré sur sa conversation. Je l'ai entendu dire qu'ils avaient besoin que ce mariage ait lieu, que la famille Burns avait assez d'argent pour couvrir leur situation. Il a fait une pause, écoutant qui que ce soit à l'autre bout. Puis, il a dit qu'ils avaient juste besoin de passer la cérémonie. Et après ça, tout s'arrangerait. Il a raccroché et est retourné vers la fête, son sourire de vendeur glissant de nouveau en place comme un masque. Je suis restée figée dans ce couloir. Le collier de ma grand-mère oublié pour le moment, remplacé par quelque chose de beaucoup plus urgent. La famille Burns avait de l'argent. Quel argent? Mes parents avaient une belle maison. Certes, mais je savais qu'il y avait une seconde hypothèque dessus parce que je la payais secrètement depuis 4 ans. Garrett avait un boulot décent, rien de spectaculaire. Il n'y avait pas de fortune familiale. Alors pourquoi Franklin Whitmore pensait-il qu'il y en avait? Et plus important, quelle était exactement leur situation qui avait besoin d'être couverte? J'ai passé l'heure suivante à observer les Whitmore, comme un faucon observe une souris des champs. Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque rire parfaitement timed. Maintenant que je savais que quelque chose clochait, je pouvais voir les fissures dans leur performance. Franklin vérifiait constamment son téléphone, sa mâchoire se crispant à chaque message. Les bijoux de Delilah étaient impressionnants, mais je les remarquais, les touchais nerveusement, comme si elle craignait qu'ils disparaissent. Et Sloane, la belle et parfaite Sloane, avait une faim dans les yeux qui n'avait rien à voir avec l'amour et tout à voir avec le désespoir. J'ai commencé à assembler les pièces. Les Whitmore pensaient que ma famille avait de l'argent. Mais pourquoi? Puis ça m'a frappé. Depuis 4 ans, j'envoyais de l'argent à mes parents anonymement via ma société Birch Hospitality. Chaque mois, un paiement arrivait pour couvrir l'hypothèque, les factures d'électricité, les dépenses médicales. Quand mon père avait subi son opération du genou, je n'avais jamais mis mon nom dessus. Je ne voulais ni leur gratitude, ni leurs questions. Je voulais juste aider de loin. Mais mes parents ignoraient que c'était moi, et apparemment, ma mère avait décidé que ça devait venir de Garrett. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Dans son esprit, son enfant en or prenait soin d'eux en secret. Étant le fils responsable et réussi qu'elle avait toujours su qu'il était, je pouvais presque l'entendre se vanter auprès de ses amis de la générosité de Garrett, de comment il veillait toujours sur sa famille, l'argent que j'envoyais, les sacrifices que je faisais. Et Garrett en récoltait le crédit. L'ironie était si épaisse qu'elle aurait pu entrer dans la fête et commander son propre verre. Donc, les Whitmore avaient fait leurs recherches. Ils avaient vu une belle maison sans paiement d'hypothèque visible. Ils avaient entendu Patricia se vanter des investissements de son fils. Ils avaient vu une famille qui semblait avoir une richesse cachée. Et ils avaient ciblé Garrett comme des requins sentant le sang dans l'eau. Mais voilà le problème avec leur plan. L'argent n'était pas à Garrett. Il n'y avait pas de fortune familiale. Les Whitmore poursuivaient un mirage. Et quand ils découvriraient la vérité, ma famille se retrouverait avec rien d'autre que les retombées. À moins que quelqu'un n'arrête ça, j'ai trouvé Wesley Crane près de l'entrée de service, tablette à la main, supervisant le personnel de restauration. Il a levé les yeux quand je me suis approchée, son masque professionnel glissant en une chaleur sincère quand il a vu que c'était moi. Il m'a demandé discrètement si tout allait bien, m'appelant Madame Burns avant que je lui lance un regard. Il s'est corrigé et m'a appelé simplement Bethany. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une faveur. J'avais besoin d'informations sur la famille Whitmore. Tout ce qu'il pouvait trouver. Dossier d'affaires, articles de presse. Quoi que ce soit, Wesley n'a pas demandé pourquoi. C'est ce que j'appréciais chez lui. Il a simplement hoché la tête et dit qu'il verrait ce qu'il pouvait déterrer. Il a disparu avec son téléphone déjà en main. Je suis retournée à la fête en essayant d'agir normalement, ce qui devenait de plus en plus dur à la minute. C'est alors que Sloane m'a trouvée. Elle est apparue à côté de moi comme un fantôme en robe de créateur,
son sourire si sucré qu'il pouvait donner des caries. Elle a suggéré que nous devrions discuter, juste toutes les deux. Pour faire connaissance, elle a posé sa main sur mon bras comme si nous étions de vieilles amies. Je l'ai laissé me guider vers un coin tranquille, près des toilettes. Dès que nous avons été hors de portée des autres invités, son sourire a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Elle m'a dit qu'elle savait pour moi, elle a dit qu'elle savait que j'envoyais de l'argent à la maison chaque mois, jouant la bonne fille de loin. Mais voilà ce qui la confondait. Elle a dit « Pourquoi quelqu'un qui peut à peine se payer son propre appartement enverrait de l'argent à une famille qui ne l'aime même pas ?» J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai gardé une expression neutre. Elle a continué. « À moins, a-t-elle dit, que j'essaye d'acheter leur amour, d'essayer de prouver que je valais quelque chose. » Pathétique, vraiment, m'a-t-elle dit. Elle s'est penchée plus près et a dit que je devais savoir que Gareth lui avait tout raconté. Comment j'étais toujours jalouse de lui, comment je ne supportais pas de ne pas être la favorite. Comment la famille me tolérait seulement par pitié. Elle a souri de nouveau. Mais cette fois, c'était tranchant et cruel. Elle a dit qu'elle allait épouser Gareth, devenir partie de cette famille. Et honnêtement, elle pensait que ce serait mieux pour tout le monde si je restais simplement loin. Elle a dit que personne ne me regretterait. Elle m'a appelé un poids mort, puis a tapoté mon bras, comme si elle consolait un enfant, et s'est éloignée. Je suis restée là un moment, à assimiler ce qui venait de se passer. Sloane pensait que j'étais fauchée. Elle pensait que l'argent venait de Gareth. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. C'était comme regarder quelqu'un se vanter de sa voiture de location incroyable devant la personne qui possède tout le concessionnaire. Honnêtement, si l'arrogance brûlait des calories, Sloane Whitmore serait invisible. Wesley est apparu à mon coude, me faisant sursauter dans mes pensées. Il m'a tendu un dossier et m'a dit que j'avais besoin de voir ça. Son visage était pâle, sa composure habituelle ébranlée. Il a dit « Les Whitmore n'étaient pas juste endettés. Ils font l'objet d'une enquête pour fraude. » J'ai ouvert le dossier là dans le couloir, scannant les documents à l'intérieur. Dossier financier, dépôt judiciaire, articles de presse. Plus je lisais, plus je me sentais froide. Les Whitmore n'étaient pas qui ils prétendaient être. Leur empire immobilier était un château de cartes construit sur des mensonges et l'argent des autres. Ils étaient à 6 mois de la faillite et d'une enquête fédérale. Ce mariage n'était pas une question d'amour, c'était un plan d'évasion. J'ai emporté le dossier dans ma voiture dans le parking souterrain. Ayant besoin d'intimité pour assimiler ce que je lisais, les lumières au plafond clignotaient, comme si elles étaient aussi choquées que moi. Les documents peignaient un tableau laid. Franklin et Delilah Whitmore menaient ce qui équivalait à un schéma de Ponzi depuis des années. Ils collectaient de l'argent d'investisseurs pour des développements immobiliers qui n'existaient pas ou étaient largement surévalués. Les premiers investisseurs étaient payés avec l'argent des suivants, le classique, mais le château de cartes s'effondrait enfin. Les investisseurs posaient des questions, les auditeurs tournaient autour. Les enquêteurs fédéraux avaient ouvert un dossier. Les Whitmore avaient besoin d'une stratégie de sortie. Et vite! Entrait mon frère Gareth. Je pouvais voir leur logique, tordue comme elle l'était. Trouver une famille qui semblait avoir de l'argent, s'y marier, utiliser la connexion pour consolider leur réputation chancelante, ou au minimum avoir un endroit où se cacher quand tout s'effondrerait. Ils prévoyaient probablement de drainer tous les actifs de ma famille avant de disparaître pour recommencer la combine ailleurs. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma famille n'avait rien, la maison était hypothéquée. Le salaire de Gareth était moyen. Le seul argent entrant dans le ménage Burns venait de moi, et je pouvais arrêter ça d'un simple appel. Les Whitmore étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient ciblé la mauvaise famille, et quand ils le feraient, ils abandonneraient Gareth plus vite qu'un navire qui coule. Laissant mon frère le cœur brisé et mes parents humiliés, une partie de moi voulait laisser ça arriver. Les laisser tous souffrir les conséquences de leur choix. Ma mère qui avait donné mon héritage sans y réfléchir à 2 fois, mon frère qui ne m'avait jamais défendu une seule fois, les laisser sentir ce que c'est d'être jeté, ignoré, mis de côté. Mais je ne pouvais pas le faire. Autant ils m'avaient blessée, ils étaient toujours ma famille. Gareth était toujours le garçon qui m'avait appris à faire du vélo. Même s'il l'avait oublié en chemin, ma mère était toujours la femme qui était restée éveillée toute la nuit quand j'avais la varicelle. Même si elle avait plus tard décidé que je ne valais pas la peine d'être rappelée, la famille est compliquée. On peut aimer les gens et être furieux contre eux en même temps. On peut vouloir les protéger même quand ils ne le méritent pas. Alors,
J'ai pris une décision. J'allais exposer les Whitmore. J'allais sauver ma famille d'un désastre qu'ils ignoraient même venir. Et j'allais le faire à ma façon. J'ai appelé mon avocate en premier. Rebecca Thornton a répondu à la seconde sonnerie, malgré qu'il soit 20 heures. Ce qui est pourquoi je la payais. Ce que je la payais. Je lui ai donné un résumé de la situation et lui ai demandé à quelle vitesse elle pouvait vérifier les informations dans le dossier. Elle a dit qu'elle aurait une confirmation dans l'heure. Ensuite, j'ai appelé Naomi Delaney, une comptable judiciaire avec qui j'avais travaillé sur une acquisition compliquée 2 ans plus tôt. Naomi était une magicienne des dossiers financiers, le genre de personne qui pouvait regarder une feuille de calcul et vous dire ce que quelqu'un avait mangé au petit déjeuner. Je lui ai envoyé des photos des documents clés et lui ai demandé de creuser plus profond. Si vous appréciez cette histoire jusqu'ici, veuillez prendre juste une seconde pour laisser un like et un commentaire. Cela m'aide vraiment à continuer à créer ces histoires pour vous et j'apprécie sincèrement chacun d'entre vous. Merci du fond du cœur. Maintenant, revenons à Bethany. Naomi m'a rappelé en 40 minutes. Sa voix était tendue par l'excitation de quelqu'un qui avait trouvé quelque chose d'important. Elle m'a dit que j'avais raison. Il menait d'un schéma de Ponzi, du classique. Mais voilà la partie intéressante. Elle a dit qu'elle avait cherché le nom Whitmore dans d'autres États et avait trouvé quelque chose en Arizona datant de 3 ans. Même pattern, même combiné, nom différent. Elle a dit que le vrai nom de la mariée n'était pas Sloan. Elle m'a demandé si j'étais prête pour ça. Je lui ai dit que je l'étais. Naomi m'a dit que le vrai nom de la mariée était Sandra Williams. Elle a dit que les parents n'étaient même pas ses vrais parents. C'étaient des partenaires dans une combine de longue date. Et ils faisaient ça depuis au moins une décennie. Identités différentes, cibles différentes, même jeu. Je suis restée assise dans ma voiture, le dossier sur les genoux, et j'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Ces gens avaient plus d'identité qu'une actrice hollywoodienne n'a d'ex-mari. Sandra. Sloan. Probablement Stéphanie l'année prochaine. Mon téléphone a vibré avec un texto de Garrett. Je l'ai regardé longuement avant de l'ouvrir. Il voulait savoir si nous pouvions parler. Il disait que quelque chose chez Sloan lui semblait bizarre. J'ai vérifié l'heure. 5 minutes avant 21 heures. Quand Franklin Whitmore était prévu pour faire son grand toast de bienvenue à la famille. Trop peu, trop tard. Grand frère, tu aurais dû faire confiance à ce sentiment 1 heure plus tôt. Tu aurais dû me faire confiance il y a des années. Mais mieux vaut tard que jamais. Au moins, il commençait à voir à travers le masque. Je suis sortie de la voiture et me suis dirigée vers l'hôtel. L'air nocturne de l'Arizona était chaud. Et quelque part à l'intérieur, une escroc en robe blanche était sur le point de vivre la pire soirée de sa vie. Il était temps de cracher une soirée d'engagement. Je suis rentrée dans l'hôtel Monarch avec une énergie différente de quand j'étais partie. Avant, j'étais la sœur invisible, la fille de la campagne que tout le monde regardait de haut. Maintenant, j'étais une femme avec un plan. Wesley m'a rejointe près de l'entrée de service. Son expression un mélange d'inquiétude et de curiosité. Il a dit qu'il avait observé les Whitmore toute la soirée et que quelque chose clochait définitivement chez eux. Il a mentionné que Franklin avait passé 4 appels téléphoniques dans l'heure passée, chacun le laissant plus agité que le précédent. Je lui ai dit que j'avais besoin que le système AV soit prêt. J'ai dit que pendant le toast de Franklin à 21 heures, nous allions donner aux invités une présentation qu'ils n'oublieraient jamais. Wesley n'a même pas scié. Il m'a demandé quel genre de présentation. Je lui ai tendu une clé USB. Dessus, il y avait des copies scannées des documents les plus accablants du dossier, plus tout ce que Naomi m'avait envoyé. Dossier judiciaire de l'Arizona, relevé financier montrant la fraude, photo de Sloan datant de 3 ans sous son vrai nom. Sandra Williams. Une piste de mensonge remontant à une décennie. Je lui ai dit que quand Franklin commencerait son toast, je voulais tout sur les écrans. Chaque document, chaque photo, chaque preuve. Wesley a pris la clé avec un léger sourire. Il a dit qu'il savait toujours que travailler pour moi serait intéressant, mais que ça, c'était autre chose. Puis il a disparu vers la salle de contrôle. Mon téléphone a vibré. Rebecca, mon avocate, confirmant tout ce que Naomi avait trouvé. Les Whitmore étaient bien sous enquête fédérale. Plus important, elle avait appelé l'enquêtrice en chef, une femme nommée agent Carla Reeves, qui essayait de localiser les Whitmore depuis des mois. Il bougeait constamment, changeait de nom, restait un pas en avance, jusqu'à ce soir. Rebecca m'a dit que l'agent Reeves était déjà en route avec son équipe.
Il serait dehors l'hôtel à 21h15, prêt à intervenir une fois l'épreuve publique. Tout se mettait en place. Le piège était tendu. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre. J'ai trouvé un endroit au fond de la salle de bal où je pouvais tout voir sans être remarqué. Sloane travaillait de nouveau la salle, ce faux sourire plaqué sur son visage comme s'il y était peint. Garrett se tenait à côté d'elle, jouant le rôle du fiancé parfait, ignorant totalement que son avenir entier était sur le point d'imploser. Ma mère était près de l'avant, bavardant avec Delilah Whitmore, comme si elles étaient de vieilles amies. Deux femmes qui n'avaient rien en commun, sauf leur capacité à me faire sentir inutile. Bientôt, l'une d'elles réaliserait qu'elle avait été jouée. L'autre réaliserait qu'elle avait repoussé la mauvaise fille. J'ai vérifié ma montre. 20 Harfin Sechiler. Mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, un texto de Garrett. Il demandait où j'étais et disait qu'il avait vraiment besoin de parler. Il disait que quelque chose chez les Whitmore le dérangeait. La façon dont Franklin disparaissait constamment, la façon dont Sloane évitait chaque question sur son passé. Il disait peut-être qu'il était paranoïaque. J'ai fixé le message longuement. Une partie de moi voulait répondre, lui dire de faire confiance à ses instincts, de le prévenir de ce qui arrivait. Mais qu'est-ce que ça accomplirait? Il avait eu 34 ans pour me faire confiance, pour m'inclure, pour me traiter comme de la famille. Il avait choisi de ne pas le faire. De plus, si je le prévenais maintenant, il pourrait prévenir Sloane, et je ne pouvais pas risquer ça. J'ai répondu un simple message. Je lui ai dit que nous parlerions après le toast et de juste attendre. Franklin Whitmore ajustait sa cravate près de la petite scène où le DJ s'était installé. Il avait l'air confiant de nouveau, son masque de vendeur fermement en place. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Je pensais à ce que Sloane m'avait dit plus tôt. Comment j'étais un poids mort, comment personne ne me regretterait. Comment je devrais juste rester loin. La chose drôle avec les gens qui vous sous-estiment, c'est qu'ils ne vous voient jamais venir. Ils sont si occupés à regarder de haut qu'ils manquent le moment où vous vous élevez. 20 Shock 29. Franklin est monté sur scène et a pris le micro. Le DJ a baissé la musique. Les invités se sont tournés vers lui, verre de champagne en main, prêts à porter un toast au couple heureux. J'ai croisé le regard de Wesley de l'autre côté de la pièce. Il m'a fait un hochement de tête presque imperceptible. Les écrans derrière la scène se sont allumés, montrant actuellement un diaporama de photos de Garrett et Sloane. Couple heureux au restaurant. Couple heureux à la plage. Couple heureux vivant leurs mensonges heureux. Pas pour longtemps. Franklin s'est éclairci la gorge et a commencé à parler. Il a dit « Bonsoir à tous » et les a remerciés d'être là pour célébrer cette belle union. Il a dit que quand sa fille avait ramené Garrett à la maison pour la première fois, il avait su immédiatement que ce jeune homme était spécial. J'ai presque ri. Sa fille, la fille qui n'était pas sa fille, la fille dont il devait probablement se rappeler le vrai nom chaque matin. Franklin a continué à parler de famille, d'héritage, de comment les Whitmore étaient honorés de rejoindre la famille Burns. Il a parlé d'avenir brillant, de petits-enfants, de construire quelque chose de durable ensemble. Chaque mot était un mensonge. Et chaque mensonge était sur le point d'être exposé. Franklin a levé son verre. Il a dit « Au couple heureux, à l'amour, à la famille, à l'éternité ». J'ai sorti mon téléphone et envoyé un seul mot à Wesley. Maintenant, les écrans ont clignoté. Pendant un moment, tout le monde a probablement pensé à un glitch technique. Les photos heureuses de Garrett et Sloane ont disparu, remplacées par quelque chose d'autre entièrement. Un document d'apparence officielle, tamponné de sceaux judiciaires et de terminologie légale. Le sourire de Franklin s'est figé sur son visage. Le document était un dépôt judiciaire de l'Arizona datant de 3 ans, une enquête pour fraude. Et là, listé comme personne d'intérêt, un nom que personne dans cette pièce n'avait entendu avant, Sandra Williams. Un murmure a traversé la foule. Les gens plissaient les yeux vers les écrans, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Franklin a bafouillé dans le micro, son visage passant du rouge au pâle en secondes. Il a dit « Il doit y avoir une erreur ». Il a appelé une erreur technique. Il s'est tourné vers la cabine AV et a crié à quelqu'un de la réparer. Mais les écrans continuaient à changer. Un autre document est apparu. Relevé financier montrant de l'argent d'investisseurs canalisé vers des sociétés écrans, puis un autre. Article de presse sur une escroquerie immobilière à Phoenix qui avait coûté à des dizaines de familles leurs économies de vie, puis des photos, une Sandra Williams plus jeune,
couleurs de cheveux différentes, mêmes outfits, debout à côté de Franklin et de Delilah, un événement de charité qui devient complètement différent. Sloane se tenait figée au milieu de la piste de danse, son verre de champagne fondant dans sa main. Pour la première fois de la soirée, son œil était complètement gonflé. Elle avait l'air terrifiée. Garrett fixait les écrans, puis Sloane, puis les écrans de nouveau. Je pouvais voir son esprit travailler, les pièces s'assembler. Le doute qu'il avait ressenti toute la soirée prenant soudain un sens horrible, Franklin a essayé de se frayer un chemin à travers la foule vers la sortie, mais 2 de mes agents de sécurité se sont placés sur son chemin. Delilah a attrapé son bras, murmurant frénétiquement, mais il n'y avait nulle part où aller. C'est alors que je me suis avancée. J'ai traversé la foule qui s'écartait vers la scène, mes bottes claquant sur le marbre. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi, la fille de la campagne. La personne insignifiante, le poids mort. La voix de Wesley est venue par les haut-parleurs. Calme et professionnel. Il a dit « Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter la propriétaire de l'hôtel Monarch et PDG de Birch Hospitality. » Il a dit « Veuillez accueillir mademoiselle Bethany Burns. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de ma mère est devenu blanc. La mâchoire de Garrett s'est littéralement décrochée. Même Sloane, au milieu de sa panique, avait l'air genuinely choqué. J'ai pris le micro de la main molle de Franklin. J'ai dit « Bonsoir à tous. J'ai présenté mes excuses pour l'interruption, mais je pensais qu'ils voudraient peut-être savoir qui ils célébraient vraiment ce soir. » J'ai fait un geste vers les écrans derrière moi. J'ai dit « Franklin et Delilah Whitmore ne sont pas qui ils prétendent être. Leur empire immobilier est une fraude. Leur richesse est volée à des investisseurs innocents et leur fille Sloane s'appelle en réalité Sandra Williams. Une escroc qui mène la même combine depuis plus d'une décennie. Sloane a enfin retrouvé sa voix. Elle a hurlé que je mentais et m'a appelée une jalouse pathétique et insignifiante. Elle a dit que j'inventais tout ça parce que je ne supportais pas de voir Garrett heureux. Je lui ai souri. J'ai dit « C'est intéressant » et j'ai demandé si j'avais aussi inventé l'enquête fédérale qui les suivait depuis 2 ans. J'ai mentionné les mandats d'arrêt émis le mois dernier en Arizona et dit que j'étais curieuse de savoir comment j'aurais pu falsifier le fait que l'agent Carla Reeves et son équipe attendaient actuellement dehors cet hôtel. Comme sur commande, les portes de la salle de bal se sont ouvertes. 4 personnes en costume sont entrées. Badges visibles. Expression sérieuse. Le visage de Sloane s'est effondré. Franklin a essayé de fuir. Il a fait environ 3 mètres avant que l'agent Reeves l'intercepte d'une main calme, mais ferme sur son épaule. Elle lui a dit que Franklin Whitmore, ou quel que soit son vrai nom, était en état d'arrestation pour fraude électronique, fraude d'investissement et conspiration. Delilah a commencé à pleurer, mascara coulant sur son visage soigneusement maquillé. Elle ne cessait de dire qu'il y avait une erreur, qu'il pouvait tout expliquer, que ce n'était pas ce que ça paraissait. Sloane, Sandra, quel que soit son nom, s'est tournée vers Garrett une dernière fois. Sa voix était désespérée. Suppliante. Elle a demandé s'il allait vraiment laisser sa sœur leur faire ça. Elle a dit qu'il s'aimait et qu'il devait la croire. Garrett l'a regardée longuement. Je pouvais voir la guerre derrière ses yeux. La femme qu'il pensait aimer contre les preuves qu'il ne pouvait nier. Puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il s'est éloigné d'elle. Il a dit qu'il ne savait même pas qui elle était. Sa voix était calme, brisée, mais certaine. Il a dit qu'il ne savait qui était aucun d'eux. L'expression de Sloane est passée du désespoir à la rage en un instant. Elle s'est jetée vers moi, hurlant que j'avais tout ruiné, que j'étais censée être insignifiante, que j'étais juste la fille de la campagne qui pue. La sécurité l'a attrapée avant qu'elle m'atteigne. Je me suis penchée assez près pour qu'elle seule entende. J'ai dit que cette fille de la campagne qui pue possédait la pièce où elle se tenait, payait le salaire de tous ceux qui étaient sur le point de l'escorter dehors, et dormirait très bien ce soir en sachant exactement qui elle était. Ils l'ont emmenée encore hurlante, sa robe de créateur froissée, ses cheveux parfaits détruits, toute sa vie soigneusement construite s'effondrant à chaque pas. Je me suis tournée vers la foule stupéfaite, la plupart encore essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. J'ai dit « Eh bien, la restauration était déjà payée et ça semblait dommage de gaspiller de la bonne nourriture. » J'ai dit que le bar resterait ouvert pour quiconque voulait rester. Un rire nerveux a traversé la pièce. Le DJ, béni soit-il, a commencé à jouer quelque chose d'optimiste. La soirée d'engagement était terminée, mais la nuit ne faisait que commencer.
L'heure suivante a ressemblé à quelque chose sorti d'un rêve fiévreux. Les Whitmore. Tous les trois ont été escortés dehors menottés, pendant que les invités restants regardaient en silence stupéfait. Sloane, ou Sandra, ou qui qu'elle serait dans sa prochaine vie, hurlait encore des menaces, alors qu'il la mettait à l'arrière d'une voiture banalisée, quelque chose sur des avocats, des poursuites, une vengeance, des mots vides d'une personne vide. Elle était passée de future Madame Burns à future détenue en moins de 15 minutes. Ça devait être une sorte de record, même pour une escroc professionnelle. À l'intérieur de la salle de bal, l'ambiance avait changé de choc à autre chose. Curiosité, peut-être fascination. Quelques invités étaient déjà sur leur téléphone, probablement en train de partager ce qui venait de se passer avec tous ceux qu'ils connaissaient. D'ici le matin, cette histoire serait partout en ville. Garrett m'a trouvé près du bar. Il avait l'air d'un homme qui venait de se réveiller d'un cauchemar, seulement pour réaliser qu'il rêvait encore. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblantes, toute sa vision du monde clairement brisée. Il m'a demandé comment je savais. Sa voix s'est brisée sur les mots. Il m'a demandé comment j'avais compris. Je lui ai dit que j'écoutais. J'ai dit que j'observais, que je faisais attention. Toutes les choses que j'avais faites toute ma vie pendant que tout le monde m'ignorait. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il savait que ça ne couvrait pas tout, que ça ne couvrait pas des années à me traiter comme une arrière-pensée. Mais il était désolé. J'ai étudié le visage de mon frère, cherchant le piège, l'angle, mais tout ce que j'ai vu était un remords sincère. Peut-être pour la première fois, je lui ai dit que désolé était un début. Nous sommes restés là en silence, deux frères et sœurs qui avaient passé des décennies comme des étrangers, se voyant enfin clairement. Puis ma mère est apparue. Patricia Burns avait l'air plus petite d'une certaine façon. Comme si les événements de la soirée l'avaient physiquement rétrécie, elle s'est approchée lentement, incertaine. Aucune de sa confiance habituelle affichée. Elle a commencé à dire qu'elle ne savait pas, mais je l'ai coupée. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. Relevé bancaire, reçu de transfert, 4 ans de paiement à sa société hypothécaire, ses fournisseurs d'électricité, ses factures médicales, tout venant de Birch Hospitality, tout venant de moi. Je lui ai dit qu'elle pensait que Garrett les soutenait. J'ai dit qu'elle se vantait à tout le monde de son fils généreux et réussi. J'ai laissé ça planer un moment avant de dire que c'était moi. C'était toujours moi. Ma mère a fixé le téléphone, puis moi, puis le téléphone de nouveau. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun mot n'en est sorti. J'ai dit que je ne l'avais pas fait pour des remerciements. J'ai dit que je l'avais fait parce qu'ils étaient à ma famille, même quand ils me faisaient sentir que je n'étais pas la leur. Mais je pensais qu'elle devrait connaître la vérité sur qui était vraiment là pour elle. Les yeux de Patricia se sont remplis de larmes. Pas les larmes dramatiques et performatives que je l'avais vue utiliser aux événements familiaux. Des vraies, celles qui venaient de quelque part au fond. Elle a murmuré mon nom, Bethany, comme si elle le disait pour la première fois, avant que je puisse répondre. Il y a eu une commotion près de la piste de danse. Je me suis tournée pour voir le collier de grand-mère de Sloane, mon collier de grand-mère, par terre où Sloane l'avait jeté pendant sa crise. Garrett s'est approché et l'a ramassé soigneusement, comme s'il pouvait se briser. Il l'a regardé longuement, puis est revenu vers moi. Il a dit « Ça a toujours été censé être à toi ?» Sa voix était épaisse d'émotion. Il a dit qu'il ne savait pas que maman l'avait donné et qu'il était désolé. Il l'a placé dans ma main. Le poids en semblait juste, comme quelque chose qui avait manqué pendant des années était enfin de retour où il appartenait. Ma mère a regardé l'échange avec des larmes coulant sur son visage. Elle a dit qu'elle s'était trompée sur tout. Je ne l'ai pas contredite, mais je n'ai pas enfoncé le clou non plus. Il y aurait du temps pour des conversations difficiles plus tard. Pour l'instant, j'étais juste fatiguée. Un invité s'est approché et a demandé si la fête continuait toujours. L'air confus mais plein d'espoir. J'ai regardé autour de la pièce. Les sculptures de glace fondaient. La fontaine de champagne coulait encore. La moitié des invités étaient partis, mais l'autre moitié semblait déterminée à rentabiliser le bar ouvert. J'ai haussé les épaules et fait signe au DJ de continuer à jouer. Autant le faire. La nuit avait déjà été assez bizarre. Qu'est-ce qu'un peu de danse pouvait faire de mal? 3 semaines plus tard, j'étais assise dans mon bureau à l'hôtel Monarch, regardant l'horizon de la ville. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres, et pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. Les Whitmore étaient finis.
Les procureurs fédéraux avaient assez de preuves pour les accuser de multiples chefs de fraude, blanchiment d'argent et conspiration. Sandra Williams, la femme qui m'avait appelée la fille de la campagne qui pue, était en détention, attendant son procès. Sa caution avait été fixée si haut que même ses faux parents riches ne pouvaient pas l'afforder. Il s'avère que quand on passe des décennies à voler les gens, on n'a pas beaucoup d'amis prêts à aider quand les choses tournent mal. L'histoire a fait les nouvelles locales pendant environ une semaine. Mogul hôtelière expose des escrocs à la soirée d'engagement familial. Un titre m'a même appelée la fille de la campagne qui pue qui possédait la pièce. J'ai fait encadrer celui-là. Il est accroché dans mon bureau maintenant, juste là où je peux le voir chaque matin. Garrett est venu me rendre visite à l'hôtel hier. C'était la première fois qu'il voyait mon bureau, mon personnel, la vie que j'avais construite sans l'aide de personne. Il s'est promené en touchant les choses comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elles étaient réelles. Il a dit qu'il avait passé des années à penser qu'il savait qui j'étais. Il a dit qu'il s'était trompé sur tout. Je lui ai dit que nous avions tous les deux beaucoup d'années à rattraper. J'ai dit « Peut-être devrions-nous commencer maintenant ?» Nous sommes allés déjeuner, un vrai déjeuner. Pas une obligation familiale où nous faisions des petites conversations et évitions tout ce qui avait du sens. Nous avons vraiment parlé de notre enfance, de nos parents, de toutes les choses que nous ne nous étions jamais dites. Ce n'était pas parfait et ce n'était pas facile, mais c'était honnête. C'était plus que ce que nous avions eu avant. Ma mère a commencé une thérapie la semaine dernière. Elle m'a appelée pour me le dire. Sa voix petite et incertaine, si différente de la femme qui me faisait me sentir comme une déception constante. Elle a dit qu'elle voulait comprendre pourquoi elle m'avait traité comme elle l'avait fait. Elle a dit qu'elle voulait s'améliorer. Je lui ai dit que j'appréciais ça. J'ai dit que nous pouvions prendre les choses lentement. Et nous le ferions. Reconstruire la confiance prend du temps. Mais au moins, nous construisions enfin quelque chose au lieu de le regarder s'effondrer. Ce matin, j'organisais un petit déjeuner d'affaires au restaurant de l'hôtel. Investisseurs, partenaires, gens qui voulaient discuter d'opportunités d'expansion. Des trucs normaux pour une journée normale. Une jeune femme est entrée l'air nerveuse. Elle portait des vêtements simples, ses cheveux tirés en une queue de cheval pratique, ses yeux écarquillés en prenant les élégants alentours. Clairement pas à sa place. Un de mes investisseurs, un homme nommé Gérald, qui avait trop d'argent et pas assez de manières, a fait un commentaire assez fort pour que tout le monde entende. Il a demandé qui l'avait laissé entrer et dit que c'était un événement privé. Je me suis levée de la table. Je me suis approchée de la jeune femme et lui ai tendu la main. J'ai dit son nom chaleureusement, l'appelant Nicole, et dit que j'étais si contente qu'elle ait pu venir. J'ai dit à tout le monde que je voulais qu'il rencontre Nicole Patterson, la récipiendaire de cette année de la bourse Birch Hospitality. Je leur ai dit qu'elle avait grandi dans une petite ville de l'Ohio, travaillé 2 jobs pour se payer le Community College, et était sur le point de commencer au programme de gestion hôtelière de Cornell à l'automne. La pièce est devenue silencieuse. Gérald a soudain trouvé son café très intéressant. Je l'ai conduite à une place à ma table, la même table que les investisseurs, la même table que les gens qui pensaient être meilleurs qu'elle à cause de leur argent et de leurs connexions. Elle m'a murmuré un merci, l'air submergé. Je lui ai dit de ne pas me remercier encore. J'ai dit que le vrai travail ne faisait que commencer, mais je lui ai dit que si elle se sentait un jour comme si elle n'appartenait pas quelque part, de se rappeler que les gens qui construisent les plus belles choses commencent généralement avec rien d'autre que de l'entêtement et des rêves. Elle a souri à ça? Après le petit déjeuner, je me tenais dans le hall de mon hôtel, regardant les invités aller et venir, gens d'affaires, touristes, familles, tous marchant sur des sols que je possédais, dormant dans des lits que je payais, complètement inconscient de la femme qui avait rendu tout ça possible. Et c'était bien. Je n'avais pas besoin qu'ils le sachent. Les gens essaieront toujours de vous faire vous sentir petit pour d'où vous venez. Laissez-les faire. Pendant qu'ils sont occupés à vous regarder de haut, ils ne vous verront pas vous élever. J'ai appris cette leçon il y a longtemps dans une petite ville où je n'étais jamais assez bonne, jamais assez jolie, jamais assez de quoi que ce soit. Je l'ai portée avec moi à travers des années de lutte et de doute, et de gens me disant que je n'arriverais à rien. Et maintenant, me voilà debout dans mon hôtel, entourée de tout ce que j'ai construit. La fille de la campagne qui pue. Elle sentait le succès venir de loin. I could just make a portal highway. Yeah. I mean, at least this one wouldn't be too long.
be in spitting distance. I feel like I'm creating tasks for Future Red. Why have we entered depression filter? Is this a message from Future Red? Is she displeased? I'm so sorry. Take me back to being a food burrito within my mother's womb. No capitalism in there. What am I doing? What am I doing? What am I doing? Think. Cook. Oh, no rain in the desert. Honestly, that's another up for the desert. My concern is, if I stop here and I make this my new home, am I going to remember the way back home? I think it is that way. I think it's towards that mountain range. So maybe if I make a waypoint for myself. Remember, Red. Remember, it's this way. Hamada! Oh shit, bad parkour. Bad, no good parkour. Man, if your Pinot is looking like this, congratulations on being so freaking hung. Christ. Completely unusable, but impressive. You're a genetic marvel. And I just want to make a little bottle. I like this place because it's got a crafting table where I can find it very easily. Oh. Okay. Okay. What am I doing? Okay, I'm gonna take a home. Make a house a home. Fuck off, cactus. Ah, yes, the old cactus home. And I think I'll just call it here. Have I slept? Well, I don't need to sleep. I can save. It's single player. Yeah. This feels right. This feels good to me. Alright. We started truly in the most awful of places, and step by step, portal by portal, we are slowly finding a better and better place. But that will be it from me. Get prepared for a very confused Red next time we play. She'll be right. I did put all my food in a box, huh? You're not wrong, Cam. I am immediately wondering where the hell I put my food. Oopsie. Oh well. Thank you for coming and hanging out, everyone. I really appreciate it. Your assistance, as always, is invaluable. Lord knows I could not do this by myself. But step by step, we are getting through the advancements. The Minecraft one, we're nearly done, and I think the Zombie Doctor one's going to be fine. Once we get lots of other things. All these other things, one by one. One by one, we're going to do. Arguably, I have done the one that perhaps requires the most dexterity. I've been sniping. Where are they? So I can show off my beautiful new advancements. Look at all this. Look at these two. They've even got the fancy pokey frame, so you know they're good. And it's always good to catch you about as well, Crazy. And you, Cam, and you, Super. Thank you very, very much for hanging out for all this time. I appreciate it. So yeah, I probably won't stream this weekend, but next week, for real, I will be back into streaming. I won't be diseased by the flu, so that will make it much, much easier for me to be
consistent with such things. But yes, until I see you again, everyone, I hope you have a fantastic afternoon or evening or morning, whatever the case may be. And I will see you likely on the flippity flip. All right. Bye. Bye bye. Bye. Goodbye. Bye. I'm going to keep saying